Ce soir, 21h, sous-préfecture. Les veilleurs se sont entraînés toute la journée. Bougie à volonté, chaos. Ils vous offrent un spectacle avec Aux chandelles. aux chandelles. Allez, on est parti. Ouais. Ah bah voilà. Philippe. Allez, vas-y. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé ma vie, j'ai trouvé mes amis, j'ai trouvé frères. Quand j'ai marché dans la nuit et le brouillard, quand j'ai cherché, j'étais seul, le cœur glacé. Le long est même pas Vous êtes là pour aller ensemble vers l'autre rive, dans les rires Et fais un refrain, on chante avec toi le refrain. mes mains. Vous êtes là pour aller ensemble vers l'autre rive, en marchant. Allez, continue, on chante avec toi. Mais maintenant. Je me rappelle plus de la suite. Non mais le refrain. Mais maintenant. Vous êtes Êtes là pour pour aller ensemble sur l'autre rive, vers l'autre des chansons. Et les bébés naissent quasiment paralysés et meurent dans les 15 jours qui suivent leur naissance. Et nous avions mis au point un système d'études qui faisait appel à de la moelle embryonnaire de rat et à des cellules musculaires humaines qu'on pouvait obtenir, qui se multiplient très facilement dans certaines conditions, qu'on pouvait obtenir à partir de biopsies de muscles humains, notamment de muscles de ces malades. Et comme ça, on arrivait à innerver avec ces petits explants de moelle épinière, ces muscles humains, et on arrivait à obtenir, oui, du muscle innervé qui se contractait. Ça pouvait durer des mois, voire on a même obtenu des cultures qui ont duré plus d'un an. Et puis évidemment, à cette époque, je n'étais pas encore saisi par toutes sortes de choses, sur lesquelles je n'insisterai pas. On s'est dit, mais pourquoi ne pas essayer avec de la moelle humaine? Donc nous nous sommes adressés d'abord au comité d'éthique. C'était toujours pour savoir si socialement ce comportement qu'on allait avoir était acceptable, si l'on pouvait obtenir des produits d'avortement chez des femmes consentantes, bien sûr, pour qu'on utilise leur fœtus, leur embryon, pardon, pour des fins scientifiques, mais ne savaient pas à qui c'était donné. Donc nous avons obtenu cet accord du comité d'éthique et on a pu obtenir des embryons de 12 semaines et qui avaient été prélevés par une méthode qui ne détruisait pas la structure de l'embryon. Donc on avait quelque chose qui arrivait, des tissus qui arrivaient pratiquement vivants. Eh bien, je puis vous dire, quand nous avons vu arriver au laboratoire ces embryons, ces petits hommes, eh bien, nous avons décidé d'arrêter. C'était saisissant. Il n'y a pas un être humain normalement constitué qui pourrait accepter d'aller disséquer, ouvrir la moelle épinière de ces petits pour avoir des neurones, pour mettre tout simplement pour faire quoi? Alors qu'on avait déjà le résultat, qu'on a publié d'ailleurs, qui est reconnu, on peut dire internationalement reconnu. Donc on a arrêté. Il faut dire, cette expérience-là, je n'ai jamais oublié. C'est de ça que je vous parlais. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie,
puisque je suis mère et je suis mère 7 fois. J'ai 7 enfants. Et je voulais vous partager ce que j'ai vécu au moment de mes grossesses. Donc, nous avons commencé notre vie conjugale à l'étranger, en Orient. Et j'ai donc donné naissance à notre aîné dans un pays qui n'était pas la France et dont les pratiques étaient très différentes. Par exemple, on ne proposait pas la péridurale, sauf dans des cas de difficultés majeures. Il y avait une certaine approche de la naissance et de la grossesse qui était une approche toute naturelle. Moi, j'avais 24 ans, j'ai mis mon mari, on allait avoir un petit, tout allait bien, je me suis lancée, tout s'est très bien passé. Donc, je me suis abandonnée à moi-même, j'ai fait confiance à ce corps qui était le mien, que j'entendais, que j'écoutais, et qui était accompagné par une certaine force je dirais spirituelle, mais dans le sens où j'avais envie de réussir cette première naissance, cette première rencontre, et d'être en intimité profonde avec ce bébé que j'allais mettre au monde et qui est là. On est revenu en France, notre aîné avait 1 an et demi et on attendait notre deuxième enfant. On est arrivé à Bordeaux. Alors, je voulais faire les choses comme il se doit, comme une bonne française. Donc je suis allée au cours de préparation à la naissance. Et quelle n'a pas été ma surprise de rencontrer mes consoeurs, c'est-à-dire les autres femmes avec un ventre énorme, terrorisées pour certaines, très inquiètes pour d'autres, et absolument pas en confiance, avec des questions qui me semblaient, à moi, qui ne me les étaient pas posées, assez incongrues. Quand est-ce que je pousse? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'il faut attendre le médecin? En fait, j'ai été confrontée à cette approche de la grossesse et de la naissance comme si ces événements étaient vécus par les femmes dans une grande dichotomie entre l'esprit et le corps. Aucune confiance dans notre connaissance archaïque des choses. Cette non-confiance nourrit également par un corps médical. Alors, je fais une petite parenthèse. Je remercie tous les médecins, les obstétriciens, les sages-femmes, les aides-soignantes, les infirmières qui m'ont accompagnée, s'il y en a, si, mais bon, voilà, c'est très important de reconnaître ce travail formidable que ces gens-là font. Mais la plupart de ce corps, des personnes qui constituent ce corps médical, vont dans le sens d'une aventure humaine en évacuant le risque. Et évacuer le risque, ça a un prix, ça a un coût, que je pense beaucoup de femmes ont vécu, c'est-à-dire d'être dépossédées de cette capacité que l'on a à procréer. Donc on vole des grossesses. Alors, mes mots sont forts et volontairement provocateurs, mais on vole des grossesses à nous les femmes qui avons cette capacité à procréer. Et si j'avais une sorte de militantisme à avancer, ce serait redonnons confiance à cette capacité que l'on a à vivre les choses dans notre humanité. Ça, c'est pour ma propre expérience. La dernière grossesse, c'est la surprise de la quarantaine. On n'était pas très sûr pour le 6e. On s'est dit, c'est pas sérieux. Et comme on se disait que c'était pas sérieux, alors on l'a fait. Et il s'avère que, première échographie, eh bien, il y en avait 2. Donc il y a des gens qui malheureusement vivent des parcours de fertilité compliqués, difficiles et douloureux. Nous, c'est pas le cas. Nous, c'est une sorte d'enthousiasme incroyable de nos 2 corps. Et donc, nos filles ont maintenant 1 an et demi. Première échographie, donc ce constat, et aussi le constat que les 2 bébés n'avaient pas la même taille. Ces 2 petites filles, elles étaient donc de taille différente, et tous les paramètres étaient différents. Donc un plus petit bébé et un bébé un peu plus gros. Je ne vous parle pas des chiffres que j'ai oubliés, je suis une grande littéraire, je ne sais pas compter jusqu'à 3. Donc, le premier médecin, donc avait fait la radio, j'étais seule, mon mari n'était pas là, m'a expliqué ce qui allait se passer. Probablement, c'est ce qui arrive dans ce genre de cas, l'enfant le plus petit va mourir, son cœur va cesser de battre, et généralement il n'y a pas de perte. Vous aurez ce
ce qui reste du fœtus va se nécroser et se fondre dans la paroi vaginale. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et bien voilà, c'était à 2 mois et demi de grossesse. Bon, je ne vais pas en rajouter, mais 6e grossesse, 2 bébés, c'était déjà un choc. Le 2e choc, il a été beaucoup plus dur et il m'a empêché d'être dans cette amitié avec mon enfant, avec un de mes enfants, puisque j'en avais 2, c'était une vraie cour de récré à l'intérieur. Il m'a empêché d'avoir cet attachement qu'une mère ressent très naturellement dès le début. Et ça a entaché toute ma grossesse, qui en plus s'est passée allongée, de cette inquiétude. Et c'est dommage. Et c'est dommage, parce que le risque était possible. Il y a des cas où c'est arrivé. Et puis il y a plein d'autres cas où ça n'est pas arrivé. Et cette volonté que le corps médical, mais qui n'est pas simplement une volonté du corps médical, qui est aussi la volonté des patients d'être rassurés sur tout, empêche une sorte d'attitude de gratitude par rapport à ce que l'on vit et de relation pleine avec les enfants que l'on porte et avec un épanouissement dans cette aventure. Donc ils ont introduit dans ma grossesse, puisque j'ai basculé d'un coup d'un seul dans la grossesse à risque, une inquiétude qui n'était pas à propos et qui n'était pas utile. Et c'était une petite inquiétude parce que le mâle n'était pas très grand, les 2 bébés avaient des cœurs qui fonctionnaient et apparemment tous les critères étaient bons, donc j'aurais pu dépasser ça. Mais qu'est-ce qu'il en est des femmes à qui l'on dit « la nuque de votre enfant est un peu épaisse ». On a une inquiétude. Peut-être qu'une amniosynthèse serait utile pour se déterminer s'il y a un risque de trisomie 21. Et puis, si le résultat est positif, il y a un risque de trisomie 21. On n'est pas sûr. Quelle décision vous prenez? Voilà, dans ma toute petite expérience, j'ai vécu ces inquiétudes et cette souffrance éthique que l'on prend peu en compte. Et voilà, et j'ai forcément pensé à mes consoeurs qui vivaient des choses bien plus compliquées, pour des pathologies plus lourdes, avec cette possibilité ou pas que quelque chose arrive. Voilà.